Cette semaine, dans le balado, on traverse le désert marocain et on veut mettre la main sur notre héritage. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Berton. Salut Jeff. Salut. Donc, deux films très à l'opposé. Je pensais qu'il allait dire 2-1 Finlande. Non. Oui, parce on enregistre pendant le j'avoue match. que j'ai un petit œil sur les écrans, là, ici. Mais Puis, hors micro, pas hors micro, oui. mais pour ceux qui sont pas dans la pièce avec nous, il y a quelque chose qui marche pas, c'est que nos micros sont identifiés par des collants de couleur, et d'habitude, t'es bleu Oilers, mais là, Ouais. t'as l'air d'être bleu Finlande, Oui, alors là, que là. je suis rouge Canada. Là. ouais, Fait que, c'est vrai. Attends, j'espère que ça va pas porter malheur. Mais sinon, dans le monde du cinéma, Oui. comme tu disais, deux films... Oui, quand même. De genres différents. Oui, tout à fait. Un quand même qui était très attendu ici au Québec parce qu'à l'international, il brille partout dans plusieurs festivals où il a gagné des prix, même en nomination aux Oscars aussi, c'est Sirat. Ouais. Qu'on va jaser dans quelques instants, mais avant un petit tour d'horizon d'actu, semaine assez tranquille, somme toute, mais quand même une autre grosse pointure du cinéma américain nous a quittés cette semaine. Robert Duvall, Oui, quand c'est même, vrai, 95 ans, là, donc c'est quand même pas une surprise dans ce sens-là, mais quand même, sans la stature d'un Robert Redford, c'est quand même quelqu'un qui a une carrière assez constante. Il était dans Les Parrains, hein, quand, Ouais, quand il était effectivement. jeune, c'est ça. Ouais. C'est comme l'avocat. C'était le concierge, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le bras droit un peu. De Vito Corleone et de Michael après. Mais il n'était pas si jeune que ça parce que c'est un comédien quand même que sa carrière a démarré vraiment dans la quarantaine. OK. Donc au début des années 70, un peu à la manière de Gene Hackman aussi, même chose. Mais tout de suite avec le parrain, un rôle... remarquable, évidemment joué dans les deux premiers. Dans Apocalypse Now aussi, en 79, où il jouait le fameux général ou en tout cas lieutenant, qui dit la fameuse phrase... J'aime l'odeur du napalm le matin. Le matin, c'est ça. Donc, pour Le Parrain et Apocalypse Now avait une nomination aux Oscars comme acteur de soutien. A remporté la statuette en 83 pour Tender Mercies, où il jouait un chanteur country qui refait sa vie après une lutte contre la dépendance à l'alcool et tout ça. Okay. Donc, je connais pas ces films. Moi non plus, honnêtement, je connais de nom, mais je ne l'ai jamais vu. Donc, pour moi, ça reste évidemment associé fortement au Parrain pour Robert Duvall. Puis je écoute, c'est tout. J'ai même pas d'autre chose. C'est tranquille. Même bande-annonce. On a plus droit à des deuxièmes bandes-annonces. Il y a Toy Story 5 puis The Mandalorian et Grogu, si jamais vous allez aller voir, qui nous parle un petit peu plus du film. Mais sinon, toi, t'as eu le temps de zioter. De Mummy. Oui, qui en anglais appelle Lee Cronin's The Mummy. Ouais, ça, je trouve ça drôle quand les réalisateurs mettent leur nom sur le titre de mais ça fait un peu est-ce que c'est demande du réal ou c'est plutôt demande de la production puis du distributeur pour marquer le fait que là, c'est pas la momie avec Tom Cruise d'une aventure, puis c'est ça. Là, on est sa version de juste des monstres comme tel. Parce que, c'est un drôle de phénomène, parce que c'est avec Blumhouse, mais ça sort via Warner Brothers, fait que c'est pas le Universal Monster, c'est comme à part. Puis Lee Cronin, son nom vous dit peut-être pas quelque chose, mais il a été associé au dernier Evil Dead Rise. Y avait-tu fait l'autre? Non, c'était pas lui, l'autre d'avant. Non, c'est ça. Puis je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Mais ça a vraiment marqué les gens. Evil Dead Rise, qui a eu, je dirais plus un succès d'estime, mais que beaucoup de gens ont fait comme OK, il est le fun, il met une bonne tension. Je me rappelle plus son premier film aussi, mais l'autre d'avant aussi était quand même surprenant. Oui, puis toujours dans l'horreur, jusqu'à présent. Oui. Puis ce film-là promet. Ça sort le 17 avril. Je pense que ça va être un gros hit pour les amateurs de horror flick quand même, là. Donc c'est dégueulasse, il y a des affaires de peau qui arrachent, d'éjection de vomi, de trucs dégueux, puis d'après moi, on va avoir plein de jumpscares. C'est une famille que leur petite fille avait disparu depuis à peu près 8 ans, donc quand elle avait à peu près 8 ans, justement, 7-8 ans. Puis là, elle est retrouvée en vie, donc c'est ça, elle est rendue, mettons, à 15 ans. Mais tu sais, nous, en tant que spectateurs, on comprend qu'elle a été genre momifiée ou quelque chose, fait qu'elle est un peu zombie, puis dépossédée de son corps un peu, puis fait qu'elle va faire des affaires creep et dégueulasses. Fait que, puis pendant ce temps-là, on sent que des gens vont enquêter sur qu'est-ce qui s'est passé, était où. C'est une espèce de enlèvement d'enfants, mais
finalement pas pour des fins sexuelles, juste des fins de rituels et de tabous et d'affaires de main. Fait que, ouais, ça a l'air vraiment hot. On a souvent droit à des genres de films d'horreur comme ça, avril. Pour Pâques, c'est comme contre-programmation religieuse. C'est comme 2 semaines après Pâques, là, par exemple. Mais, ouais, c'est ça, là, du printemps, dans le fond, là, on a souvent des films de même, effectivement, là, un peu, qui jouent avec la religion. Voilà, moi j'ai quand même hâte. C'est le genre de film que je crois qu'il va être très jouissif au cinéma à voir sur grand écran. Voilà. Sinon, je voulais en profiter pour faire une annonce, grande annonce. Vas-y. On réoriente un peu le balado. Alors, il nous reste cet épisode-ci et l'épisode suivant du 27 février pour couvrir les sorties de la semaine comme ça. Sinon, pour une raison de charge de travail et tout, on va travailler juste les épisodes spéciaux. Donc, ils ne seront plus des épisodes spéciaux, mais des épisodes réguliers. Les entrevues avec les équipes des films québécois ou français auxquels on a accès. Puis des épisodes thématiques en lien avec des sorties. Des sorties, des genres, des périodes, les films de Pâques, je sais pas. Alors, on ne sera plus nécessairement tous les vendredis. Ça va être restez abonnés sur nos réseaux sociaux, où vous suivez le balado, là, que ce soit YouTube, Spotify, n'importe où. Puis, fait qu'il va y avoir des dépôts d'épisodes aléatoirement. Mais on pense quand même que ça va livrer entre 2 et 4 épisodes par mois. C'était déjà à peu près ça. Fait qu'on remplace quelques épisodes de sortie. Puis on verra. Écrivez-nous si c'est une demande, là, finalement, de vraiment couvrir les sorties. Puis on verra comment on peut transformer ça. Peut-être un épisode mensuel à présenter les films qui s'en viennent, même si on les a pas tous vus encore, mais au moins faire un topo de ce qui s'en vient dans le mois. Voilà, puis déjà prochainement, on va avoir un spécial hockey. C'est sûr, j'aime pas ça les annoncer avant qu'on les ait faites, mais on est supposé tourner ça pour parler entre autres de Youngblood. On parler des Oscars. Il va y avoir d'autres tournées de films québécois à voir si on les fait ou pas. Puis, Maxime Giroux qui va venir In Cold Light, c'est ça? Ouais, ben là, on s'en parle à micro, mais il vient la semaine prochaine. Fait qu'il faut décider si on fait quelque chose. Oui, moi, c'était déjà... On s'en était pas parlé, mais d'accord, parlons. On y avait parlé pour Norbourg. Alors, Maïka Monroe sera pas là, par exemple. C'est juste Maxime qui fait la tournée. J'ai tendu une perche pour essayer de moins peut-être l'interviewer pour le site web, mais ce qu'on me dit, c'est qu'elle fait pas vraiment de promo pour le film. C'est ça. Ben, je compte pas là-dessus. Puis c'est ce qu'on a vu de nos expériences. Je veux pas les discréditer ou quoi que ce soit, mais qu'en général, le cinéma américain, je pense que les demandes sont tellement fortes parce que leur marché de cinéma américain est tellement plus gros, bien que c'est un film canadien ici, mais qu'ils sont très sélectifs, sont disponibles pendant un peu la run du film, puis après, c'est comme impossible. Là, parce qu'on avait déjà essayé avec d'autres gens de dire « Hey, nous, on va attendre que le film soit sorti, puis on parlera de leur carrière ou juste quelque chose de global. » Puis tout le temps « Non, ils sont pas disponibles. » C'est comme façon polie de dire passe à un autre projet, parce que ça se passera pas. Là. Un jour. Voilà, c'est ça. Alors, on peut se lancer dans les sorties de la semaine. Allons-y avec le film que j'avais parlé en entrée de jeu de Sirat d'Oliver Lacks. Ouais, au Québec, qui s'appelle Sirat : Le Pont. Ouais, c'est ça. C'est un film, peut-être vous en avez entendu parler, car il a joué à Cannes, il a reçu ex aequo le prix du jury avec les Échos du passé, Sound of Falling, qui est à l'affiche présentement dans certains cinémas. Il représente l'Espagne dans la course au meilleur film étranger aux Oscars et il est en nomination, là, le top 5, donc il pourra gagner cette statuette et également celle de meilleur son. Il a aussi remporté 8 prix Gaudi, ça c'est l'Académie du cinéma catalan parce qu'il représente l'Espagne, comme j'ai dit. C'est un genre Espagne-France, là, coproduction, donc ça parle un peu espagnol, espagnol et français. C'était autre chose. Je pense qu'il y a un peu d'arabe aussi. Ouais, à travers ça. En tout cas, multilingue. Un homme accompagné de un homme d'une quarantaine d'années, 50 ans peut-être, avec son fils de genre 8-10 ans, sont à la recherche de leur fille de 18 ans dont ils sont sans nouvelles depuis quelques mois. Puis leur enquête, dès le début, les conduisent à une espèce de rave clandestin dans le désert au sud du Maroc. Et là, ils ont des flyers, puis ils demandent à tout le monde « Avez-vous vu cette fille-là? » On essaie de la retrouver. Puis là, ils vont croiser une gang qui vont les informer, qui disent « il y en a un autre genre de rave plus loin dans quelques semaines, fait que peut-être que c'est à l'autre qu'elle va être et pas à celui-là. » Alors, ils vont comme s'immiscer avec eux pour tenter de se rendre à l'autre party clandestin du désert parce qu'ils veulent vraiment retrouver leur fille, leur sœur. Et le film va devenir une espèce d'aventure de traversée du désert.
Et c'est... Comme un rallye des gazelles. Un peu, mais moins organisé. Désorganisé, exactement. Alors, c'est fin du synopsis. Ouais. C'est un film qui est très sensoriel quand même, beaucoup sur le son. Et d'ailleurs, ça commence avec une scène de rave où on voit des gens danser. Puis c'est vraiment des gens marginaux là, qui sont dans le film. Tatoués en bedaine. C'est pas comme genre Ibiza ou même Fire Festival. Là. C'est pas un truc qui est gentrifié. C'est vraiment genre... poliment, là, mais la plèbe là, qui est là, puis il doit y avoir bien du monde qui sont, c'est ça, marginaux, qui travaillent pas, qui sont juste de même, qui vivent un peu la van life dans le sud comme ça. Et cette séquence-là de rave puis de musique, qui est pas de la musique électro de bar, mais plus... Un fond de... c'est ça, puis beaucoup de rythme, puis de bass, puis de gros subwoofers qui travaillent dans le corps, puis là, tout le monde qui sont juste en transe, puis peut-être un petit peu sous l'effet d'hallucinogène, qui trippent comme ça, fait que ça sert à nous mettre dans ce mood-là, puis après, on dirait que le film, on reste en tension, tu sais. Ça, je le décrirais pas comme un thriller, mais finalement, ça devient un peu un thriller, parce que tu sais pas trop où le film veut te conduire, comme eux, qu'ils suivent pas une route très claire dans le désert, à traverser, à se faire confiance, à avoir des problèmes de ressources, fait que ça devient presque un film de survie dans cette façon-là. Puis, tu sais, que la quête de sa fille, pas devient parallèle, mais qu'ils sont... Ça devient vraiment une vraie quête parce qu'eux-mêmes sont coincés là-dedans. Mais ça devient pas à genre, je vais voir cette personne-là, puis cette personne-là, puis comme un... Pas comme une enquête policière, là. C'est juste son ex-gang-là. Il faut qu'il traverse le désert, finalement. Ouais, c'est un film, je dirais, un peu en deux tons. Il y a comme ça bascule à un moment donné au niveau du scénario. Je pense que c'est le genre de film, moins vous en sachez, plus votre plaisir va être encore plus il faut se laisser surprendre, exactement. Ouais, puis écoute, je pense qu'Oliver Lax, il faut être un peu audacieux et fou pour faire ce genre de film-là. Ouais. Parce que c'est vraiment incroyable. Tant les images, on se sent vraiment avec eux dans ce désert-là, aride, mais plein de dangers potentiels aussi. Là, la séquence dans les collines où ils montent sur un petit chemin, là, c'est assez anxiogène. Puis ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a juste 2 comédiens professionnels dans le film. C'est le père et le fils. Le père et le fils. Donc, les 5 autres personnages de marginaux, c'est des gens qui ont déniché comme ça. En fait, c'est la costumière, qui est aussi une ravers, donc qui participe dans des raves, qui les a trouvés comme ça au hasard et tout ça. Tu sais, 2 handicapés physiques. C'est plus. ça, c'est vraiment des gens marginaux. Puis dans la vie aussi, une qui est comme photographe, vidéaste amateur. Un qui fait des arts de rue et tout ça. Il y avait une des autres femmes, c'est une rancher qui vit pas connectée à la civilisation. Là, fait que... puis honnêtement, ils font un bon travail, on y croit, parce que c'est toujours un peu couteau à double tranchant, d'embaucher des non-professionnels, mais ça fonctionne bien. Oui, parce qu'il faut que tu aies les bons, mais c'est ça, c'est comme s'ils les ont pris par... Leur personnalité, le casting, probablement. La personnalité, c'est très crédible qu'ils soient là. Ils sont tous tellement uniques, mais ça crée une synergie, puis pas une symétrie, mais une synergie de tout ce noyau-là ensemble. C'est un film où il n'y a pas tant de dialogue. Il y a beaucoup de non-dits, exactement. Ils ne deviennent pas des amis pour la vie, là, nécessairement. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des moments très émotifs. Puis, j'ai senti tellement un réalisme dans cette émotion-là. C'est-à-dire que parfois, au cinéma, tout est grossi, tu sais. Puis là, quand on pleure, tout le monde pleure, puis c'est déchirant. Puis avec la musique qui vient soutenir ça, tu sais, très hollywoodien, puis on n'est pas là-dedans du tout. Fait qu'il y a des gens que leur émotion, elle arrive plus tard, ou que c'est plus en retenue, ou qui sont plus en état de choc qu'en peine ou en crise, ou tu sais. Fait que ça nous fait vraiment vivre une montagne russe, nous autres aussi, à ce sens-là. Ça dure 1h50 à peu près, là. Puis c'est super. C'est vraiment un film de cinéma, c'est du grand cinéma international. On le décrit peut-être d'une manière étrange, mais embarqué, là, c'est pas psychotrope puis déconcertant. Là, t'es dans l'auto, puis t'es suis, puis tu vas comprendre. Puis un des enjeux, c'est qu'ils ont des gros genres de caravanes faites pour traverser le désert. Lui, il a comme une petite fourgonnette... Fait que ça devient aussi un problème. Là. Il n'est pas du tout adapté pour les suivre. Puis tu sens aussi qu'il y a un enjeu de confiance. Ben là, il faut partager de l'essence, de la nourriture. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce film-là. Fait qu'on dit que c'est pour ça qu'il y a une certaine audace, mais c'est pas... Ça
Ça s'écoute super bien. Ouais. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais tentez votre chance. Ça serait quoi les comparables, mettons? Parce que, tu sais, je peux pas dire Anatomie d'une chute, parce que c'était comme un film de grand procès, puis il a été vraiment, vraiment beaucoup vu par plein de strates, tu sais. Bonne question. J'essaie de penser rapidement comme ça, mais... C'est un simple accident, un peu, quand même, aussi. Un petit côté aride, un peu, avec ça. À sa manière, je trouve qu'il y a un petit côté Mad Max Fury Road. Oui, effectivement. Mais terre à terre. Très terre à terre, là, mais dans sa façon de filmer aussi. Puis je parle le côté audacieux, je pense que c'était plus au niveau du réalisateur là, de faire ce genre de projet-là. Oui, c'est ça. C'est assez hallucinant. Donc, puis écoute, c'est un projet qui était quand même longtemps en gestation. Il y avait eu l'idée en 2011, qui avait eu cette idée-là, ce flash-là de faire un film avec des camions qui traversent un désert. Puis finalement, c'est avec son deuxième long-métrage Mimosa qui parlait de culture rave, en tout cas que la culture rave est présente, qui ça lui a donné finalement l'idée de mélanger ces deux histoires-là. Fait que oui, vraiment avoir, c'est une expérience vraiment pour voir sur le grand écran, absolument. Oui, vraiment. Et allons-y avec la deuxième grosse sortie. C'était quand même moins de grosses sorties de films américains. Mais je pense qu'il y en a un qui nous a tous surpris les deux. Moi, c'est genre, j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais voir. Puis souvent, c'est ça qui est le fun. C'est How to Make a Killing de John Patton Ford. Oui, j'aurais pas réussi à renommer son nom dans un quiz, mais j'avais vu son précédent film, Emily the Criminal, avec Aubrey Plaza, qui avait un peu passé sous le radar parce qu'il est sorti genre en 2021, fait qu'avec la pandémie, il n'y avait pas de sortie sur écran, fait que c'est juste numérique et tout, qui était plus sur la difficulté des pauvres, puis qu'elle devenait une criminelle qui volait des affaires, puis qui avec des fausses cartes de crédit, tu fais un achat, tu te sauves, tu revends ça à quelqu'un qui te donne des cotes, puis là, elle voulait se croire plus big qu'elle était là-dedans, fait que c'était très terre-à-terre là, comme petit thriller criminel. Alors ici, avec How to Make a Killing, ça met en vedette Glenn Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Zach Woods, qu'on connaît entre autres de The Office, qui est le... non, c'est pas Toby, j'oublie son nom, là, mais lui qui arrive du bureau quand il merge avec Saber, puis qui est super weird. J'ai jamais vu la version mais je le décris pour les autres, puis qui capotent sur des espèces de films d'horreur weird là, qui sort avec la secrétaire éventuellement. Moi, c'est Topher Grace. C'est ça qui est dans son cameo era, là, donc on le voit juste faire des secondes, des tierces rôles parfois. Mais il est toujours efficace, ce comédien-là. Je comprends pas qu'on le voit pas plus que ça. Je pense qu'il y a eu trop longtemps une babyface qui a été associée à That 70's Show, puis c'est dur de casser ça, puis c'est arrivé pour des comédiens. Pense à tout aussi le cast de... tu sais, Friends, ils n'ont pas tout fait le saut au cinéma, ça n'a pas tout réussi. Même chose pour How I Met Your Mother, Jason Segel un peu plus, mais Josh Radnor, là, Ted, pas en tout. Là. Bref, c'est que Glenn Powell, son personnage de Beckett Redfellow, c'est un petit peu un bâtard, c'est-à-dire que dans le sens du terme, sa mère est tombée enceinte avec d'une grande famille. Elle avait 18 ans, tombe enceinte d'un musicien que sa famille accepte pas. Elle veut pas se faire avorter. Elle dit « Je suis majeure, je garde l'enfant. » Elle dit « Parfait, on te renie, puis va vivre ta vie. » Mais eux, ils ont une énorme fortune de milliards de dollars. Sa mère dit un jour, tu sais, qu'elle est mourante et tout, puis elle dit « Tu mérites, tu sais, il faut que tu ailles rechercher ce que tu mérites cette richesse-là, puis c'est pas cool qu'il nous ait abandonnés comme ça. » Alors, il va concocter un plan tranquillement pour les éliminer un par un, réalisant que comme il a beau être renié, il est quand même sur l'espèce d'acte de... comment on appelle ça? Non, le testament. Le testament, c'est ça. Et que si tout le monde au-dessus de lui décède, ben ultimement, il va être le dernier héritier, puis il va récolter le pouvoir de toute cette grande famille-là. Fait que bref, il va se mixer à eux pour essayer de les faire disparaître un par un, peut-être s'attacher à certains et rendre la tâche difficile, et peut-être même se faire manipuler lui-même. C'est spécial parce que ça se passe aux États-Unis, dans le coin de New York, New Jersey. Il y a déjà cette comparaison entre New Jersey, c'est les pauvres, et New York, il y a des riches. Mais la raison pourquoi on n'a pas tant entendu parler, c'est que c'est une production britannique et française, de Studio Canal. Fait que on voit ça un peu moins souvent. Ça se passe aux États-Unis, c'est avec des acteurs américains, mais c'est une production européenne. Je le sens un peu, moi, dans le ton, dans l'image. Visuellement, c'est pas léché comme plastique, un peu comme bien des films américains. On a le côté plus noir de cette comédie-là.
Ouais. On mentionne qu'il faut qu'il élimine les gens de sa famille, dans le fond, qui s'en sacent un peu d'eux autres, là, des cousins et cousines. Mais il n'y a pas de côté nécessairement joyeux à ça, là, comme une comédie d'horreur. Il y en a 2-3 là, qui s'en viennent au printemps. Là, c'est pas, on rit pas en égorgeant quelqu'un. Là, les meurtres se passent vite ou de manière assez créative. Ce qui ramène un petit côté Ocean Eleven, mais qu'au lieu d'élaborer le plan pour voler de l'argent puis coucher avec une fille, ben, c'est plus pour en douce éliminer un cousin lointain. Là. Fait que j'imagine que tu as eu le même genre de plaisir de vibe. Tu parles d'Ocean's Eleven, effectivement, j'avais une vibe Steven Soderbergh tout le long, c'est genre, je pense, de projets qu'il aurait réalisé, puis même produit. Ouais. Tant dans la musique aussi, côté un petit peu jazzé, je trouve qu'il faisait très out of sight, Ocean's Eleven et tout ça. Ouais, puis Glenn Powell est très charismatique et élégant aussi. Ouais, puis je trouve que ce genre de rôle-là lui convient mieux que Running Man. Ouais. Je trouve que là, il a la tête de l'emploi. Oui, vraiment. Et moi, la surprise, pas tant de surprise parce que depuis quelques années, elle est partout. Elle est très bonne, Margaret Qualley, mais un peu un contre-emploi. Un peu plus veuve noire ouais, aussi. Un petit peu. J'ai beaucoup apprécié son jeu. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, honnêtement. Je trouvais que... Puis je trouve que les critiques sont un peu sévères. Je suis allé voir un peu. Il est comme à 50 sur Rotten Tomatoes. Mais... C'est charmant, c'est bien écrit, c'est fait avec doigté. Ça reste un genre de feel-good de comme... Ouais, tu te laisses embarquer. Il y a une narration parce que le film commence, puis Redfellow, il est en attente pour... être exécuté. Exécuté, ouais, c'est ça. Fait qu'à un prêtre, il va raconter un peu son histoire jusqu'à temps qu'on rattrape le moment réel puis que ça continue. Fait que c'est super bien mené, le rythme est excellent, ça dure genre 1h45 moins genre 5 minutes de générique, fait que 1h40. Pas de temps mort, non. Ouais, c'est parfait, puis c'est ça, je trouve que ça dérive pas à... Il y a une petite chasse une petite scène de fusillade puis d'affaires comme ça, mais en général, c'est ça, les meurtres, les affaires sont comme très rapides puis un peu de côté, c'est que c'est pas non plus un film qui veut tant que ça, disons, glorifier la violence, là, comme certains font, là. Qui est vraiment sa ligne entre les deux, des petites morales au travers de tout ça. Je trouve que c'est franchement bien exécuté. Je comprends que c'est pas une grosse sortie majeure, là, c'est ça, avec des centaines de millions de dollars en promotion, mais hey, c'est ça. Moi aussi, je crierais pas au chef-d'œuvre, mais 50% puis du 2.5 sur 5 en étoiles. Puis moi, je suis dans le 3-4 étoiles, là, exactement. Ouais. Peut-être que c'était un mauvais matin pour les critiques qui l'ont vu. Et on parle de qualité, en tout cas, moi, je trouve, le scénario. Le scénario était sur la blacklist de 2014 quand même. Okay. C'est un méchant bout. C'est une réadaptation, ça se peut-tu? Une adaptation inspirée librement d'un film des années 40 qui était lui-même librement inspiré d'un roman. Mais écoute, le film a fait de se faire en 2019 avec un casting très différent qui aurait donné un complètement autre résultat. Là, 2019, c'est du monde qui sont tous cancellés à cette heure. Là, je pense qu'il était déjà à ce moment-là, honnêtement. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus audacieux. Woody Allen. Shia LaBeouf. Ah ouais, OK. Ouais. Et Mel Gibson. OK, mais Mel Gibson, mais il aurait joué le vieux... rôle d'Ed Harris. Ed Harris, puis je préfère Ed Harris. Moi aussi, vraiment. C'est une autre vibe. Ouais, c'est ça. Fait que moi, quand même. Je suis content que finalement... Ouais, c'est mieux ce casting-là. C'est plus intéressant. Oui. C'est ça, Ed Harris qui joue le patriarche des Redfellow. Fait que voilà, pour How to Make a Killing, je voulais... petit film savoureux comme ça. Très sympathique. Qui va vous faire sourire. Comment faire un malheur au Québec. J'ai vu d'autres films, laisse-moi t'en parler un peu. Si c'est ça. Si t'as rien cet après-midi, on peut se faire un petit projet à la Pillion, cette comédie sentimentale. Ben non, c'est l'hiver. Hein, on peut pas faire de moto. Nos motos sont remisées encore. Comédie sentimentale queer qui touche au BDSM, donc le sadomasochisme, de Harry Lighton. On est dans le cinéma britannique et international cette semaine. Avec Harry Melling, qu'on connaît notamment pour Dudley Dursley là, dans Harry Potter, dans le fond, un cousin qui a une carrière, il continue sa carrière de cinéma. Et plus en Angleterre, parce que je... Oui, tout à fait. Je l'ai vu aussi dans un film qui était finalement direct sur Netflix, qui jouait aussi un pasteur un peu trop intense, ou je sais plus quoi. Là. Un peu, mais non, il n'est pas dans des blockbusters ici. Et Alexander Skarsgård, qu'on aime et qui est dans plein de films tout le temps.
Le personnage principal joué par Harry Melling. Fait que c'est ça, il y a quelques mois, je pensais que c'était Melling qui le réalisait, vu que c'est Harry Lighton, Harry Melling. Fait que j'ai comme mélangé les deux, mais non, c'est le réal et scénariste n'est pas le comédien. C'est un comédien qui joue Colin, un jeune gay introverti qui a une petite voix d'ange, qui est dans un barbershop, là, les quatre qui chantent à l'harmonie dans un pub du coin. On comprend qu'il est début trentaine, fin vingtaine, début trentaine, vit encore chez ses parents, qui acceptent ouvertement son homosexualité. Il n'y a pas d'enjeu avec ça. C'est juste qu'il cherche l'amour, il est sur des dating apps, mais il ne rencontre pas vraiment. Puis à un moment donné, il tombe dans l'œil d'une gang de motards. C'est impossible. Là. Lui, il est un peu petit, maigrichon, les oreilles décollées, puis tu vois Skarsgård qui rentre beau comme un avec dieu. Le chef de Tarzan. Ouais, un dieu suédois. Là. Il est-tu norvégien, suédois? Je sais pas. Il est bon en ski de fond? Norvégien, mais Skarsgård. La Scandinavie. Ouais. Dans ce coin-là. Fait que Ray, finalement, va lui retourner, l'amener en date et tout, mais Ray est vraiment dans une pratique de BDSM. D'où le titre Pillion, c'est le nom qu'on utilise pour la personne qui est en arrière dans ta moto, là, c'est ton backseat, dans le fond. Là. Puis c'est aussi utilisé donc pour cette technique-là qui est comme, cette mode de vie-là, qu'il y a vraiment un maître puis un soumis. Puis le soumis, il appartient au maître avec un collier, t'as une grosse chaîne avec un cadenas, puis l'autre, il a la clé dans le cou, puis il y a beaucoup de « je te crache dans la bouche, puis t'es à ma merci ». Puis finalement, alors que le Colin, il connaissait pas vraiment ça, va quand même aimer ça, puis être pris au jeu, genre accepter cette relation-là, quoique il aimerait ça des fois que ce soit juste normal, entre guillemets, ou disons d'égo, mais comme, tu sais, une fois de temps en temps. Puis l'autre qui est beaucoup plus silencieux, discret, puis c'est aussi, tu vas faire l'épicerie, tu fais ma bouffe, tu fais ça, mais il est bien gentil, il le frappe pas, il est pas violent, c'est juste que c'est une relation, dominé. Exactement, dominant-dominé. Puis lui est aussi dans un rôle de dire, dans une position, je sortirais jamais avec un aussi beau gars et qui est bien membré, qui fait bien l'amour, puis tout. Fait que comme... à quel point je fais ce sacrifice-là pour être dans cette condition-là et tout, tu sais, de me faire vivre un peu par cette personne-là, puis tout. Puis finalement, ils font des trips avec les autres motards qui vivent toutes de cette manière-là. Puis, tu sais, il se fait des amitiés, mais c'est plus les soumis se tiennent ensemble, les maîtres de l'autre bord. Fait que... Mais c'est un film qui nous présente ça sans complexe, sans jugement. Il y a du monde qui vivent de même, puis nous, peut-être qu'on est choqués de ça, mais il y a des gens qui sont heureux dans cette situation-là. Là. Ils sont pas maltraités, puis ils n'ont plus le droit de voir leur famille. Là. C'est juste comme, ils aiment ça, ce game-là, puis ce rôle-là, puis c'est ça. Fait qu'il y a une forme de bienveillance puis de gentillesse là-dedans. C'est ce que tout le monde dit et décrit, c'est que des films comme 50 Shades, moi, je pratique pas le BDSM, mais des films comme 50 Shades puis tout, c'est comme une manière romancée, populaire d'en parler, alors que dans la vraie vie, il y a du rire puis il y a de la légèreté. Puis Folichonnerie, récemment, en était un exemple parce qu'eux aussi explorent cet univers-là. Puis c'est ce que les premiers personnages disent. Il y a des faux rires, puis c'est la nature, puis on vit pleinement l'acte sexuel. Fait que c'est pas vrai qu'on est en performance puis en rire. Fait que Pillion, donc aussi un peu comédie noire, comédie sentimentale, extrêmement de bonne qualité. On s'entend, ça parlera pas à tout le monde, c'est 16 ans et plus. Mais si récemment, vous êtes allé voir Folichonnerie, je pense que c'est comme un peu une suite qui est intéressante là-dessus. Moi, j'ai bien aimé la performance des deux comédiens. Ils sont vraiment attachants dans leur rôle de un qui est plus du genre à tout le temps jaser, un peu Laurel et Hardy, sans être gaffeur, là, mais tu sais, un qui dit rien, qui est stoïque, justement, tel une belle statue. Alors, Pillion, qui avait pris l'affiche à Montréal la semaine dernière, cette semaine à Québec, et dans les prochaines semaines, un peu plus large, là, ce genre de sortie qu'on veut pas... c'est pas un blockbuster. Si on le brûle tout partout en une semaine, il va être mort après 2 semaines. Fait que du côté de la distribution, on veut l'étendre. Aux États-Unis, c'est A24 qui fait la distribution. Peut-être pour ça que vous l'avez vu passer sur vos réseaux sociaux. Il y a également 2 films pour enfants, mais là, trompez-vous pas de salle. Oui, pour la famille. Oui. Et trompez-vous pas de salle avec non, Pillion. avec Sirat ou Pillion, non. C'est la semaine prochaine, là, dans la semaine du 27, ça va être la relâche. Fait qu'on continue à se charger de films pour enfants. Il y en a vraiment beaucoup cette année. Un studio de la Ville de Québec. Alors, c'est pas un secret que nous, on est aussi, j'allais dire natif, pas toi, t'es pas natif de la Ville de Québec, mais notre podcast est natif de la Ville de Québec.
Lydia et le vaisseau des tempêtes de production 10e Avenue, qui est à Saint-Augustin, là, en banlieue de Québec. Eux qui avaient offert l'énorme succès qu'attaque le brave beluga il y a 2-3 ans. Et plein d'autres films, je pense que c'est leur 8e film. Félix, c'est le trésor de Morgane, les Nellier Simon, Mission Yeti, Coq de Saint-Victor. Les légendes de Sarilla, qui était leur premier. Ouais. Puis, je dois en oublier un là, dans le lot. C'est dans un monde fantastique où l'océan est comme de la brume, fait qu'il y a des espèces de bateaux volants qui peuvent naviguer là-dessus, mais il y a aussi des gens plus fermiers qui sont sur des îles, qui doivent se protéger du brouillard, puis on peut être attiré par le brouillard, un peu comme par des sirènes, mais par un jeune gamin maléfique. Puis pour se guider, les navires un peu style pirate, ils peuvent aussi plonger dans la brume et être sur la brume, un peu comme être dans l'eau et sur l'eau en même temps. Puis il y a des dangers dans la brume, évidemment. Et il y a des genres de astro-magiciens là, qui utilisent les astres puis les constellations pour faire des espèces de tours de magie qui vont les aider à avoir certains combats. Fait que c'est vraiment un univers fantastico éclaté. Et son frère est kidnappé au début de l'aventure. Alors la jeune apprentie astromagicienne qui rêve d'être astromagicienne comme sa mère l'était va embarquer sur un navire un peu clandestinement et aider l'équipage du vaisseau à naviguer sur la mer de brume pour essayer de contrer le méchant mage et retrouver son frère et aussi accéder à son rêve d'être astromagicienne. Au casting, on doit retrouver quelques vedettes québécoises, j'imagine. Oui, la voix principale, c'est Sophie Nellis, qui est de plein de projets. Elle n'a pas fait d'autres doublages récemment ou quelque chose. Ah non, c'est juste qu'elle était dans Sifflet maudit. C'est pour ça qu'on l'a vu dans différents trucs. Mais elle était dans un truc de fantôme l'année dernière. Oui, Ellie et l'équipe des monstres. Elle était dedans aussi, c'est vrai. Fait qu'elle en fait de plus en plus de la voix au Québec. Je suis pas certain. Je pense que dans la version anglaise, c'est elle aussi qui fait la voix à ce moment-là. Sinon, qui est Guy Danon, Dorothée Berryman, Anthony Cavana. Il y a vraiment un personnage principal puis plein de personnages secondaires. À partir de quel âge, tu dirais? Ben, c'est ça. Katak était un peu plus jeune. Fait qu'on était dans le 5-6 ans. Fait que ça a été beaucoup le premier film pour bien des enfants. Et là, je dirais que la suite logique, c'est que si vous êtes venu voir Katak il y a 2-3 ans, ben, je vous invite fortement à venir voir Lydia, le vaisseau des tempêtes. Fait qu'on est peut-être plus dans le 6-7 ans et plus là, que 4 ans. Pas nécessairement qu'il serait apeuré ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'il y a certains moments que c'est plus du dialogue qu'il pourrait trouver un peu plus plate, peut-être. Là. J'essaie de penser à figurer un enfant de 4 ans puis qu'est-ce qui l'anime. Mais ça reste c'est super bon. C'est très... comment on dit, des performances vocales dévouées, là, sans lacune, puis que les gens ont du plaisir à le faire. Et... il y a... merde, j'ai oublié où je voulais aller avec ça, par rapport à ma recommandation d'âge. Bref, peu importe. Ah oui, c'est ça, c'est que ça dure genre 85 minutes. Okay. Fait que c'est ça que j'adore de ces films-là. Je sais pas si c'est des motivations de coût de production, là, ça coûte une fortune faire des films d'animation. Mais c'est génial parce qu'il y en a des fois... Ben, tu sais, Disney le fait un peu, mais ils visent large, là. Le prochain Pixar, c'est ça aussi, 1h50, puis c'est comme... Ben, tu vises pas du 5 ans quand tu fais ça, parce que c'est long, là. C'est pas impossible, mais je comprends. C'est qu'ils vivent très, très large. Eux, ils se concentrent. C'est des films familiaux / pour enfants. L'autre offrande aussi québéco-canadienne, c'est Space Cadet, l'Odyssée de Céleste. Première réalisation, peut-être seule, en fait, du DJ montréalais Kid Koala, donc Eric San, qui est aussi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment un DJ de renommée mondiale, là, qui a dans début cinquantaine maintenant, mais que ça fait une vingtaine d'années, il a fait des CD, des tournées, partout. Là. C'est vraiment de shit, là, Kid Koala. Puis il est aussi artiste parce que... multidisciplinaire. Oui, parce que c'est inspiré de sa BD aussi. Exactement. Dans le fond, c'est... puis ça, c'était une allégorie sur la mort de ses grands-parents. J'ai essayé de retrouver l'année, mais je ne sais pas exactement. Ça doit faire une dizaine d'années comme il faut. Un roman graphique qui venait avec un CD. Donc, il avait fait une trame sonore à écouter en même temps qu'on regarde le livre. Et malheureusement, l'a cherché là-bas parce que c'est épuisé. Oui, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher sur les libraires pour trouver l'année. Puis non, ça n'existe plus, mais je l'ai lu. Tu l'avais lu à l'époque? Ben non, notre patron la possède, qui me l'avait prêté pour que je la lise. Mais j'ai pas écouté le CD en même temps, j'ai juste consulté. Céleste, c'est la fille d'une astronaute qui est disparue et a été élevée par robot. On est vraiment dans la mode des robots. Là. On pense à Robot Friend il y a quelques années.
Ouais, c'est ça, Robot Nounou, mais il y a eu The Wild Robot aussi, donc la trilogie va se poursuivre et tout. Fait que, les robots et les familles, on aime ça. Fait que, entre la jeune orpheline et cet appareil produit en série, là, c'est un robot qui se vend là, comme une balayeuse automatique. Là, tu peux l'acheter au magasin et tout. Il va y avoir vraiment un lien d'amitié fort qui va se créer. Mais plus tard, Céleste va quand même réaliser son rêve de devenir astronaute et va recevoir sa première mission solo dans l'espace, mais pour une durée de 6 mois. Alors, pendant qu'elle va découvrir les merveilles et les dangers, les périls des planètes qu'elle explore, Robot, lui, va rester seul à la maison, puis il va voir tranquillement son système d'exploitation décliner dangereusement et risquer de perdre sa mémoire et devoir faire des choix sur les souvenirs qu'il va conserver. Donc, allégorie de l'Alzheimer ici. Un petit peu qu'on pourrait voir, effectivement, Patrick. Et la particularité de ce film, s'il en a 2 morceaux de robots. Oui, exactement. C'est que c'est un film sans dialogue. Oui. Alors, évidemment, dans la version... C'était l'année passée. Robot Friend, c'était il y a 2 ans, par exemple. Mais oui, c'était aussi l'amitié inspirée d'un roman graphique. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Les deux sont faits sans savoir que l'autre existe, là, mais bon. C'est pas le même style d'animation. C'est une animation de style rétro qui fait un peu image par image ou papier collé, là, mais... plus fluide, évidemment, là, parce que c'est fait avec des ordinateurs. Hein. La beauté de ce film-là est quand même dans sa simplicité. Ça dure aussi, ça, 1h20, 1h25. C'est très émouvant, très touchant. Faut se laisser emporter. Kid Koala signe la musique. Avec, il y a des chansons avec voix, et c'est Karen O des Yeah qui est aussi une... je sais plus si elle est montréalaise ou torontoise, mais en tout cas une chanteuse canadienne. Là, elle chante pas à la Yeah là, elle chante d'une belle voix douce. C'est ça, fait que c'est vraiment un beau film. Moi, ma crainte, c'est qu'il passe sous le radar dans l'ombre de Goat et de plein d'affaires, éventuellement Hoppers qui va sortir à la fin et tout, mais si vos enfants... c'est tous âges, là. Je ne veux pas vexer les distributeurs s'ils nous écoutent, mais si vos enfants sont un petit peu plus vieux, c'est vraiment un très beau film, très accessible. Mais on dirait que des fois, on dit « Ah, je sais pas c'est quoi sans dialogue, ça va être weird. Puis c'est comme, arrêtez là, de vous faire une appréhension négative du film. C'est justement, ça s'écoute très bien. Je trouve qu'il y a un beau dialogue à avoir là-dessus. Il y a une fin très touchante, très émotive. Robot Friend était un de mes films préférés de l'année, là, tout genre confondu, quand on avait fait la rétrospective de l'année. Encore ici, Space Cadet, là, c'est vraiment un beau coup de cœur. C'est vraiment un très, très beau film, mais on le sent, il y a moins d'écran. C'est un peu plus artistique, un peu plus niché, mais c'est super accessible. Fait que allez-y, les yeux fermés. Ouais. Non, allez-y, les yeux ouverts, parce que comme il n'y a pas de dialogue, ça va être difficile quand même besoin de voir ce qui se passe à l'écran. Mais c'est bien d'encourager des fois le cinéma un peu différent des grands studios américains. Là, exact. Puis tu sais, des fois, quand on dit qu'il faut encourager le cinéma québécois, ça sonne comme l'enfant pauvre qu'il faut aller y donner 5$, sinon il va pas pouvoir luncher ce midi-là. Mais c'est comme... Non, c'est plus de se donner la chance de... Il n'y a pas de pub, c'est Abribus, c'est moins connu, mais il est tout aussi valide que Goat, par exemple. Puis je veux pas briser Goat, j'ai bien aimé ça aussi, tu sais. Puis je sais qu'il y en a pendant la relâche qui vont y aller 2-3 fois au cinéma. Là, c'est très agréable. Puis il y a plein de cinémas qui ont de l'animation, puis plein d'affaires, pas nécessairement en fin de semaine, mais à partir de la relâche. Fait que voilà, pour Space Cadet, je le conseille. Si, mettons, vous êtes juste des adultes qui aiment l'animation, allez voir Space Cadet plus que Lydia, là, à ce moment-là. Il y en a un qui est justement plus large, je trouve, que juste famille. Ça conclut ce balado. La semaine prochaine, on se retrouve quand même 27 février. On s'était dit qu'on finirait février. On pouvait pas te priver de discuter de Scream 7. Le retour de Sidney et de Ghostface. Ben, c'est ça, retour de Neve Campbell, on en reparlera, des polémiques qui a été boudé dans le dernier film. Oui. Ouais, le précédent, pas les deux, juste le précédent. Et ça va être aussi les 30 ans de la franchise. Ouais. C'est 96? Ouais, c'était Noël 96, fait qu'on est dedans. On est dedans, alors pas fou. Aussi, j'ai vu hier Le Gâteau du Président, que tu pourras moi, je vais écouter d'ici là, qui lui représentait l'Irak aux Oscars. Il avait fait la courte liste, mais pas les nominations finales. Mais très, très, très bon film aussi qui surprend. Là, il nous conduit des films de quête de personnages. On n'est pas si loin de Sirat dans la mise en scène, c'est différent, mais ce concept-là de juste suivre quelqu'un qui est sur une quête, puis t'embarques un peu dans son sac à dos, puis tu suis avec lui, puis qui se laisse naviguer gauche-droite là, comme une balle de pinball, un peu. Voilà, puis il me semble qu'il y a quelque chose d'autre de Popé, j'ai oublié. Maxime Giroux avec In Cold Light, son premier film coprod canado-américaine, etc. Un thriller de quelqu'un qui veut éviter la prison, un thriller criminel.
Contactez-nous, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca, suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Je crois que t'as pas d'article ou d'entretien là, mais t'en as plein qui s'en viennent tout le mois de mars. Ça va être assez intense. Ouais, il y a beaucoup de films français qui sortent en mars. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous décidez de traverser le désert africain, un petit conseil, restez donc sur la route principale.